Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire. Alors cette semaine c'est la grosse déconfiture, on a tout qui est aligné, on est entré réellement dans une séquence de baisse sur le marché des cryptos, une nouvelle vague de panique. On va essayer de fixer ensemble des objectifs de baisse. Je vais vous donner aussi mes recommandations si vous voulez profiter de cette baisse. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous y prendre d'un point de vue spéculation pure. On va aussi parler de ce qui se passe sur les indices boursiers européens et américains. On est là aussi dans une séquence de décharge qui est assez hors du commun. On verra comment interpréter tout ça et savoir quand est-ce que ça va se retourner. Donc c'est parti pour cette vidéo qui est un petit peu catastrophiste puisque mis à part rester cash, il n'y a pas grand chose à faire sauf si on veut vraiment spéculer en intraday sur les cryptos. Il n'y a pas grand chose à faire sur les marchés financiers en ce moment. Mais bon. On va aussi commencer par un petit trader mindset qui, je l'espère, devrait vous faire sourire avec le ventilateur qui tourne carré. Allez, c'est parti pour le trader mindset de cette semaine. Comme d'habitude, on met la petite casquette qui va bien avec. Et on est parti cette semaine pour un thème assez particulier puisqu'on va parler d'un ventilateur qui tourne carré. Alors, vous vous demandez peut-être d'où ça vient, c'est quoi cette expression? Je l'ai jamais entendu de ma vie. En réalité, c'était à l'île Maurice quand je suis arrivé et que j'ai récupéré cet appartement. On avait un ventilateur qui était branché directement sur le circuit électrique. Donc, quand on allumait la lumière de l'entrée, le ventilateur se mettait à tourner et quand on l'éteignait, le ventilateur s'arrêtait. Donc, forcément, la journée, on était obligé de garder l'interrupteur sur on avec les lumières allumées pour pouvoir avoir le ventilateur qui fonctionnait. Et donc, quand on a fait remonter ce petit problème au promoteur, le gardien qui est passé, qui était créole, nous a dit c'est un ventilateur qui tourne carré. Donc, c'est un ventilateur qui tourne pas rond, qui a pas le bon fonctionnement. Donc, on va parler un petit peu de ce concept. C'est une métaphore que je fais, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est parti pour le trader mindset. Alors, que l'on l'accepte ou pas, nous sommes responsables de 99% de ce qui nous arrive dans notre vie. Le 1% restant, c'est du pur chaos sur lequel nous n'avons pas la main. Ça peut être un ticket de l'auto gagnant. On peut aussi être victime d'un grave accident, une balle perdue, une maladie, je sais pas moi, un héritage d'un oncle caché ou la perte d'un proche. Ça, typiquement, c'est le genre d'événement sur lesquels on ne peut rien faire. On n'a pas la main dessus. Pourtant, quand on observe les croyances habituelles, on se rend compte que l'être humain est attiré par tout ce qu'il ne peut pas maîtriser. Telle une quête, l'homme focalise son attention et ses pensées sur les 1% d'événements de sa vie dont il n'est pas au contrôle. Donc, être fasciné par une chose impalpable n'est pas le réel problème. Le réel problème, c'est d'associer de la monotonie et de l'ennui aux 99% de choses sur lesquelles nous sommes réellement au pouvoir, sur lesquelles nous avons réellement le contrôle. Et les plus belles choses se manifestent lorsque l'on change radicalement son état d'esprit, c'est-à-dire en œuvrant massivement dans le monde du possible, c'est-à-dire dans l'univers du 99% de nos actes. C'est sur cet univers où on a le pouvoir, où on a le contrôle et que l'on délaisse totalement. Donc cet univers, comme je vous l'ai dit, il est injustement mal perçu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la matrice lui a donné une apparence qui est ennuyeuse. Pourtant, c'est exactement là où personne ne veut chercher, qu'abritent les plus belles pépites. Alors là, vous allez me demander, Cédric, c'est quoi le rapport avec le ventilateur qui tourne carré? Un ventilateur entre en rotation en dessinant donc un cercle. Il ne peut physiquement pas dessiner une trajectoire qui est carrée. Imaginez-vous être ce ventilateur et que toute votre vie, on vous est conditionné à croire que vous êtes fait pour dessiner une trajectoire carrée. Effectivement, il ne se passe rien comme prévu dans votre vie parce que à chaque fois que vous vous mettez en mouvement, vous dessinez une trajectoire ronde et tout le monde se moque de vous en vous disant « tu dois dessiner une trajectoire carrée, tu dois tourner carré ». Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Nous sommes conçus pour une durée d'une centaine d'années environ. L'espérance de vie, on va dire, de 80 à 100 ans avec les évolutions qu'on va faire.
Et ça, c'est dans le but que chaque génération puisse disrupter l'ancienne avec de nouvelles idées et d'innovation. Donc disrupter, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau terme à la mode. Uber a disrupté les taxis, Amazon a disrupté les librairies et de manière générale le commerce de proximité. On est en train de changer de paradigme en proposant des solutions qui sont plus faciles, plus fluides, plus viables. Et donc ça, de génération en génération, on casse les anciennes croyances et les anciens services pour en créer des nouveaux qui facilitent la vie de l'homme et lui permettent de prospérer. Donc du coup, on a cette espérance de vie de 80 ans et de 100 ans, et pas de 1000 ans ou 2000 ans. Ça nous permet en fait d'accélérer la cadence, d'avoir une bonne cadence. Donc cette cadence à 100 ans, elle permet au phénomène de destruction créatrice d'améliorer les conditions d'existence de l'espèce humaine. Je ne sais pas si vous imaginez, si on vivait 1000 ans, on aurait des cycles qui seraient beaucoup plus lents et on n'aurait pas donc cette accélération de la destruction créatrice et du phénomène de disruption. Et tout cela, c'est parce que nous avons un ADN qui nous destine à révolutionner le monde, c'est-à-dire à toujours poser la question « pourquoi ?» Pourquoi, c'est vraiment une question que seul l'homme est capable de se poser parce qu'il a conscience d'avoir conscience des choses et c'est comme s'il était câblé pour comprendre les mécanismes dans le but inconscient de vouloir les améliorer. À chaque fois que vous êtes en train d'analyser une situation, un mécanisme ou quelque chose, vous avez inconsciemment une petite idée au fond de vous qui vous dit « mais comment est-ce que je pourrais améliorer la chose? Comment est-ce que je pourrais l'amener à l'étape supérieure ?» Et ça, c'est vraiment codé dans notre ADN. Donc du coup, pour qu'un tel processus puisse se mettre en place, eh bien, il faut pouvoir accueillir chaque nouvelle génération dans un cadre terrestre qui soit stable. Vous allez comprendre pourquoi le phénomène d'inertie et de stabilité d'une société, c'est vital. Sans une société stable, l'humain ne peut pas libérer sa créativité puisqu'il respecte la pyramide de Maslow. Et du coup, si on arrive dans un monde en guerre, on ne va pas laisser notre créativité permettre à notre génération de s'améliorer. On va juste passer en mode survie, c'est-à-dire on va essayer de sauver ses fesses, on va essayer de ne pas mourir de faim et si on a une famille, de la protéger. Mais on ne sera pas du tout en mode on va changer le monde. Donc c'est pour cela que le rôle de l'État et des gouvernements, c'est d'assurer une certaine forme d'inertie et de stabilité de la société. Et du coup, ce que l'on observe aussi, c'est que certains pays génèrent plus de lourdeur et donc plus de friction quand il s'agit d'accueillir de l'innovation. Cela se joue au niveau du mindset que l'on transmet à nos enfants dès la petite école. Donc plus on leur fait un lavage de cerveau en les clouant dans la matrice, et plus la société sera stable, mais moins elle sera en mesure d'accueillir de l'innovation. Et inversement. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre. Donc, au final, tout cela se joue vraiment au niveau de l'éducation nationale et du gouvernement, sa façon de parler à sa population, sa façon de la former. On va dire, je ne vais pas dire de la formater, même si le terme serait très approprié. Donc, au final, qu'est-ce qu'on nous apprend à faire quand on est petit? On nous apprend à être des ventilateurs qui tournent carrés. Pourquoi? Eh bien, dans le but de stabiliser la société. Le seul souci, c'est que nous ne sommes pas encodés génétiquement pour cela. Il faut donc opérer en un gros changement de mindset si l'on veut libérer son plein potentiel. Encore une fois, ce choix nous appartient. On n'est pas obligé de devenir le nouvel Elon Musk, mais si on veut vraiment vivre une vie vertueuse et libérer son plein potentiel, il faut sortir des sentiers battus. Donc il faut tout simplement opérer en un gros changement de mindset, de ce que j'appelle un shift de conscience. Donc, lorsque je parle de bourse et de spéculation, j'essaie toujours de mettre en avant l'importance du mindset avant l'aspect technique de l'activité de trading. C'est d'ailleurs dans cette vidéo, à chaque fois, je mets d'abord le mindset. Il occupe une grosse part de la vidéo parce que, à mon sens, c'est quelque chose qui est bien plus important que la technique. La technique et l'expérience du terrain, c'est pas un réel problème. Ces deux choses s'apprennent assez vite si on effectue de la répétition et de la rigueur. Mais la connaissance technique et l'expérience de la technique, ça ne suffit pas. Il faut développer une vision d'ensemble et alternative du trading si l'on veut prospérer dans cette activité.
Et cela passe par un changement de conscience. Il faut reconstruire tout un écosystème mental. C'est ça quand je vous parle de connexion neuronale, qu'il faut recréer un réseau de connexion neuronale. C'est exactement ça. Il faut faire un shift de mindset. Il faut changer sa façon de voir les choses. Et ce qui est bien avec la bourse, c'est qu'on a vraiment des règles et un cadre pour intervenir. Donc un écosystème qui est très clairement défini. Et dès qu'on sort de cet écosystème, il y a comme une grosse sirène qui fait bip, 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 tu es en train de faire n'importe quoi. Et donc, ça nous oblige à créer ces nouvelles connexions neuronales et ça nous oblige à recadrer notre mindset en un ventilateur qui tourne rond et non carré. C'est ça la beauté de la bourse. Donc, je repasse quand même à la lecture, sinon je vais perdre le fil. Donc, nous devons désapprendre les réflexes psychologiques du ventilateur qui tourne carré pour nous connecter à ceux du ventilateur qui tourne rond. Exemple de la bourse. Plutôt que de changer de méthode toutes les semaines en espérant de trouver le Graal, je vous propose tout simplement d'essayer d'améliorer ce sur quoi vous êtes déjà au contrôle avec votre stratégie boursière actuelle. Donc l'idée, ça va être, première chose, de créer un écosystème de spéculation qui respecte le rythme biologique de l'homme. Donc si vous devez vous lever à 4h ou à 3h du mat pour surveiller ce qui se passe sur un marché, ou si vous devez y passer plus de 2 ou 3 heures par jour, c'est pas quelque chose qui va respecter votre rythme biologique puisque au sein d'une journée, vous avez besoin d'avoir une diversité en termes d'émotions, en termes de pratiques. Il vous faut des activités cérébrales, des activités manuelles. Vous devez être en mesure d'accueillir avec un certain équilibre émotionnel toutes ces activités. Donc voilà, moi, la routine que je vous propose, c'est 30 minutes par jour maximum. Pourquoi 30 minutes? Parce qu'au-delà, vous n'allez pas pouvoir la tenir sur le long terme. 30 minutes jusque sur votre lit de mort, c'est sûr et certain que c'est un rythme biologique que vous allez pouvoir tenir. Ensuite, il faut que vous utilisiez une matrice de money management qui ne déclenche pas d'émotions significatives en vous. Pourquoi? Parce que les émotions positives ou négatives, elles vont vous faire sortir de votre cadre, de votre écosystème d'intervention. Vous allez être amené à faire des bêtises. Vous allez prendre des décisions sous le coup d'une émotion. Or, en bourse, il faut bannir à 100% toutes les décisions qui sont émotionnelles. Ensuite, il faut que vous cultiviez une vision à 1000 trades de cette activité plutôt que d'être à la recherche du prochain gros coup pour faire all-in. Alors clairement, les cryptos, là, ces derniers mois, elles n'ont pas, et ces dernières années, elles n'ont pas aidé à cultiver donc, cette vision à 1000 trades puisque la plupart des nouveaux intervenants sur les marchés financiers essayent de faire des gros coups à court terme avec les cryptos. Donc ça, vraiment, encore une fois, c'est un leurre. Et essayez de cultiver une vision à 1000 trades. C'est pas parce que vous faites un gros coup sur les 2 ou 3 prochains trades que vous allez survivre au-delà de 50 trades. Vous pouvez très bien gagner très très gros et faire x10, x50 votre compte de bourse en l'espace de 6 mois. Et dans un an, eh bien, vous vous retrouvez à zéro ou même carrément avec une dette que vous devez à votre courtier. Et enfin, dernière chose, utilisez une approche technique qui soit simple et minimaliste de la spéculation pour garder un esprit clair en toutes circonstances. Plus vous allez mettre de variables, plus vous allez mettre d'indicateurs techniques sur vos graphiques, plus ça va ressembler à un sapin de Noël et plus ça va vous embrouiller l'esprit. Donc, essayez de garder une approche qui soit très très simple. L'approche technique doit être la plus simple possible. Mais l'écosystème, lui, est assez complexe puisqu'il fait intervenir beaucoup de choses. Mais l'approche technique, l'interprétation de ce qui se passe sur une opportunité et sur un graphique doit rester la plus simple possible. Donc, utilisez simplement les cours de bourse avec les volumes. Vous pouvez tracer des supports, des résistances. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de 36 milliards d'indicateurs techniques. Tous ceux qui vont vous parler de tout un tas de combinaisons d'indicateurs, etc., c'est pas la solution. Ça, c'est pour les personnes qui sont à la recherche du Graal. Et comme je vous l'ai dit, le Graal, c'est un leurre. C'est les personnes qui, dès qu'elles sont déçues par une approche, changent d'approche sans essayer d'aller voir au-delà. Et au-delà, c'est le changement de mindset dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Donc, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous ai mis à disposition le replay d'une webconférence qui aborde les 5 étapes pour passer de spéculateur totalement novice et débutant à spéculateur professionnel. Donc, vous allez voir qu'il y a 5 étapes que l'on doit franchir. Et du coup, cette webconférence vous permettra de tout de suite savoir
sur laquelle de ces étapes vous êtes en train actuellement de buter. Hein. Vous êtes forcément entre la première et la cinquième de ces étapes et vous trouverez dans cette webconférence mon meilleur conseil pour passer à l'étape supérieure, puis ensuite passer à l'étape supérieure, etc. Et je vous présenterai aussi tous les outils que j'utilise. Le lien de cette webconférence se trouve dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc typiquement juste en dessous. Et voilà, c'est tout pour le Trader Mindset de cette semaine. Allez, c'est parti pour l'analyse du marché des cryptos. Je vous rappelle que sur le Bitcoin, toute la séquence qui est en train de se mettre en place s'est effectuée en 3 temps. Le premier temps, c'était une compression maximale des cours sur ces trois semaines-là, hein, juste avant la direction à la baisse. On était vraiment dans une contraction maximale. Le fameux effet cocotte minute. Alors effectivement, comme on était dans une tendance haussière à long terme, on espérait que la cassure se fasse vers le haut. La cassure s'est faite vers le bas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais anticiper. Il faut toujours attendre la direction du marché. Donc la cassure la semaine dernière s'est effectuée par le bas et cette semaine, devinez quoi, on a eu la validation. Alors la validation, je vous rappelle, tout simplement, c'est quand le plus bas est dépassé et c'est ce qui s'est passé donc juste ici. Donc là, la direction est lancée, la direction est très forte. On est entré dans une nouvelle vague de panique baissière sur le Bitcoin et de manière générale sur les crypto-monnaies. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on risque d'avoir beaucoup de volatilité au cours des semaines et des mois à venir. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des journées à peut-être plus 15 ou plus 20%, tout comme des journées à moins 20, moins 30%. C'est quelque chose qui va être tout à fait normal d'observer au cours des prochains mois. Donc, concernant les objectifs de baisse de ce mouvement, le premier objectif de baisse, il est sur ce fameux support, on le voit bien. Alors pourquoi ce support-là? Je vais vous expliquer. Hein. On a une polarité qui s'est mise en place ici. Vous voyez que, alors j'ai fait un zoom. Là, c'est une zone qu'on a eu beaucoup de mal à dépasser ici pendant l'été 2017. Enfin, beaucoup de mal. On a consolidé dessus. Et ensuite, une fois que c'est cassé, ça a été cassé par le haut, boum, on est revenu tester. Donc, vous voyez que ça a été une polarité. Au début, on n'arrivait pas à passer. Ensuite, on a carrément rebondi dessus avant de lancer la nouvelle vague. Donc, vous voyez que cette polarité, ça nous permet de définir une zone de support ou de résistance. Donc là, support, tout simplement, parce que les cours sont en baisse et devraient venir accueillir ce niveau qui est psychologique, hein, sur lequel les intervenants devraient arrêter de paniquer, arrêter de vendre, et d'autres intervenants un petit peu plus opportunistes devraient venir acheter du Bitcoin. Alors, j'ai entendu par-ci et par-là sur les réseaux sociaux que quand un actif baissait, c'était les soldes. Alors, hier, c'était le Black Friday. J'ai vu qu'en France, en Europe, tout le monde en profitait. Enfin, je pense qu'à la base, le Black Friday, c'est quand même un gros truc à l'américaine. Et en France, en Europe, là, j'ai reçu des mails dans tous les sens. Ma boîte email, elle était littéralement inondée de spam, de promotions, moins 30, moins 50, moins 80%. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est le Black Friday aussi pour les cryptos et le Bitcoin. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Vous savez que moi, je déteste acheter un couteau qui tombe. Je déteste acheter quelque chose qui est en train de chuter. Je préfère à la limite attendre le point d'inflexion, comme c'était le cas donc ici. Je préfère attendre le point d'inflexion et que ce point d'inflexion soit validé par une cassure haussière. Et même là, dans ce cas-là, ça ne m'assure en aucun cas que l'on soit sur un bas de marché. C'est simplement un potentiel bottom, un potentiel bas de marché. Mais voilà, ça, je l'ai fait une fois avec le Bitcoin. C'est pas du tout ma stratégie habituelle pour spéculer en bourse. Je l'ai fait une fois sur le Bitcoin. Vous voyez, j'ai pris ma perte ici. Je l'avais fait avec ça devait être 13-14% de la ligne que je devais entrer totale sur le Bitcoin. Voilà, j'ai clôturé. La perte a été de... Alors, je crois que je suis entre à peu près là, j'ai dû couper là, de moins 30% sur une ligne qui était d'environ 15-14%. Donc, vous voyez que c'est vraiment rien du tout. Alors que normalement, la ligne, elle devrait être de 100%. Donc, c'est ça, il y a une façon de faire. Si vous voulez acheter des couteaux qui tombent comme ça, n'y allez pas avec 100% de votre position finale. Et allez-y peut-être avec 1, 2, 3% si vraiment vous voulez être dans
dans cet état d'esprit, dans ce mindset-là d'acheter des couteaux qui tombent, faites-le avec des sommes qui sont minimes et qui émotionnellement ne vous impliqueront pas dans l'histoire. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est tout simplement d'attendre un point d'inflexion qui soit validé et de commencer à entrer des lignes sans que ces lignes soient totales. C'est ce que j'avais fait ici, là, au mois de juin. Je vous l'avais commenté en direct sur les réseaux sociaux. Donc, très probablement, le prochain point d'inflexion, il pourrait se former eh bien, ici, sur la zone des 2400 euros. Ensuite, on a un autre support, mais on n'y est pas du tout encore. C'est probable, c'est possible qu'on atteigne les 400 si le Bitcoin est vraiment en mode, et les cryptos en mode déconfiture totale. Mais bon, je vous rappelle qu'on est quand même dans un cycle aussi à très long terme. Donc déjà, regardons, nous allons observer ce qui va se passer sur la zone des 2400 pour pouvoir prendre des décisions. Ensuite, on va aller faire un petit tour rapide sur l'IOS. Donc l'IOS, c'est pareil, zone de congestion, cassure par le bas. Zone de congestion de plusieurs semaines, cassure par le bas, validation de la cassure par le bas. Donc, vous voyez que cet énorme range, il a été lui aussi cassé par le bas. Donc là, le prochain support est autour des 1,35 pour l'IOS. Donc voilà, on est probablement au début d'une belle vague baissière sur l'IOS. Et sur l'Ethereum, c'est un petit peu pareil. Alors là, je vous ai carrément tracé un canal baissier de manière à ce qu'on en logarithmique, parce qu'il y a tellement de volatilité qu'on ne peut pas tracer, on ne peut pas mettre en place les figures psychologiques sur des graphiques en linéaire. C'est extrêmement rare que ça arrive, mais bon, sur les cryptos, c'est comme ça. C'est un monde de volatilité extrême. Donc, on est dans un canal baissier. Tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ce canal baissier, on restera dans une dynamique baissière. Donc, à partir du moment où on passe au-dessus de cette zone-là, on pourra recommencer à se poser des questions sur un retournement de tendance. Pour le moment, on n'y est pas. Et comme sur les autres cryptos, on a eu vraiment un effet cocotte minute. Là, 1, 2, 3, 4 séances d'extrême compression de volatilité, cassure par le bas, cassure de ce petit range et validation cette semaine. Donc là, on est lancé dans un run baissier. Donc, premier objectif autour des 80 et deuxième objectif autour des 46. Donc voilà, la conclusion c'est que actuellement sur les cryptos, soit vous faites de la spéculation à la baisse avec des unités de temps très courtes, du style en intraday, chose que moi je ne ferai pas. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être devant mes écrans toute la journée pour essayer de gratter des petits pourcentages. Je préfère être vraiment aligné avec des gros cycles de hausse sur lesquels on a un gros edge mathématique et construire un patrimoine sur le moyen long terme, sur des très grosses tendances de fond avec plein d'actions qui explosent à la hausse. Mais bon, soit vous faites ça, donc c'est-à-dire que vous vous orientez sur des unités de temps qui sont en intraday et vous essayez de trouver des points d'entrée pour surfer des vagues baissières. Et pour réaliser ce genre de choses avec succès, il faut que vous soyez déjà un excellent spéculateur. Il faut que vous ayez une expérience de idéalement de plusieurs trimestres ou de plusieurs années sur les marchés. Et sinon, la deuxième possibilité, c'est simplement vous restez cash, tout comme moi-même je le fais. Vous restez cash sur vos positions spéculatives sur les cryptos, vous restez cash. Et si vous êtes en mode je hold, c'est-à-dire je détiens des cryptos sur le long terme, eh bien ça veut dire que psychologiquement vous êtes prêt à accueillir une baisse de moins 90, moins 95% de votre investissement sans que ça ne vous fasse bouger de vos positions. C'est comme ça, l'état d'esprit d'un holder, il est prêt pour avoir un gros accident positif sur un actif crypto, eh bien se prendre moins 80, moins 90, moins 95% sans avoir à revendre sa position. Et ça, devinez, c'est uniquement possible quand on ne fait pas all-in. Je veux dire, si vous avez un livret A de 10 000 euros, vous n'allez pas vider le livret A pour faire all-in sur les cryptos. Vous allez peut-être mettre 500 ou peut-être 1000 euros. Et si ces 500 euros baissent de moins 90%, vous allez pouvoir être à l'aise pour tenir cette position sur le long terme. Par contre, si vous avez mis les 10 000 euros de votre livret A sur les cryptos, là, vous ne serez pas du tout à l'aise pour maintenir une position qui est en perte de moins 80, moins 90%. Donc, c'est pour ça que là, quand vous êtes un holder de crypto-monnaie, il faut vraiment que vous ayez une notion de ce qu'est la volatilité et le money management.
vous ne faites pas all-in de toute votre épargne sur les cryptos. La seule manière de y aller en mode un petit peu all-in, c'est vraiment de faire de la spéculation et de cumuler des accidents positifs de richesse. Et là, on n'est pas du tout dans ce genre de phase de marché, donc oubliez complètement. Allez, on passe maintenant à l'analyse des bourses. Où vont les bourses? Dans quel contexte de marché se situent les bourses? Donc on va commencer par le marché américain, le SP500. Donc vous voyez, grosse volatilité depuis le début de l'année 2018. Là, boum, boum, boum. Donc là, on est sur le bas du range. En tout cas, on est dans une zone de bas de range ici. Normal, l'extrême volatilité qu'on voit, vous voyez que c'est vague. Là, hausse, baisse, probablement hausse bientôt. C'est de la volatilité, de la nervosité. Ces vagues font combien en termes de pourcentage? Voilà, on a du 8%. Et donc, probablement là du moins 7, moins 8%. C'est tout à fait normal dans les conditions de marché en range. C'est comme ça que fonctionnent les bourses. Il n'y a pas de consensus clairement défini à la hausse ou à la baisse. On est vraiment dans un marché qui est drivé par les news macroéconomiques. Donc, dès qu'il y a des bonnes nouvelles, ça rebondit. En général, c'est quand on est sur le bas de ce range. S'il y a des bonnes nouvelles qui tombent, ça va permettre un rebond. S'il y a des mauvaises nouvelles sur ce bas de range, en général, les mauvaises nouvelles vont être absorbées de manière à ce qu'elles ne soient, dans l'inconscient des spéculateurs et des intervenants, ces mauvaises nouvelles ne seront pas prises en compte si on est sur le support, sur le bas du range. Et inversement, quand on est sur le haut du range, les bonnes nouvelles ne sont plus prises en considération et les mauvaises nouvelles sont par contre, elles, surinterprétées. Les intervenants surréagissent, ce qui permet de recréer une zone de panique entre ces deux bornes. En gros, c'est une énorme partie de ping-pong qui est en train d'avoir lieu sur les indices américains. On est dans un énorme range. On n'est pas en marché haussier. Il faudrait qu'on sorte du haut de ce range pour qu'on se retrouve dans un nouveau bull market. On n'est pas en bear market, c'est-à-dire en marché baissier, parce qu'il faudrait qu'on casse à la baisse cette zone basse du range pour que l'on puisse se définir dans un marché baissier. Donc pour le moment, voilà, on est dans un money management défensif. Il n'y a aucune opportunité, mais vraiment c'est la disette absolue. C'est très très rare d'observer ce genre de choses. C'est tout simplement parce qu'on est toujours dans la vague de décharge, cette vague baissière, cette dynamique de décharge. Alors je vais vous la mettre vraiment en gros. Elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Et comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que sur nos screeners, il n'y a aucune opportunité qui nous est retournée. Le jour où les screeners vont commencer à nouveau à se charger en opportunité, là on pourra dire qu'on est en train de faire le point d'inflexion de ce range. Donc vous voyez l'idée, ce n'est pas, alors je vais vous le mettre, voilà. Là pour le moment on n'est pas dans cette flèche verte. Sur nos screeners, ça reste vide, on n'a rien d'intéressant. Donc l'idée, encore une fois, c'est de ne jamais anticiper, mais d'analyser les faits, ce qui est factuel, ce qui existe maintenant tout de suite sur les marchés financiers et de recadrer ces faits dans l'image globale dans le paysage boursier. Donc là, actuellement, on n'est pas en mode rebond. On peut anticiper, on peut se dire que là, on est dans une zone de support. Donc très probablement, bientôt, il y aura un rebond. Mais c'est pas dit qu'il arrive. On peut très bien passer en marché baissier tout de suite. Encore une fois, tous ces scénarios, ça peut monter, ça peut baisser. C'est la bourse. Nous, notre but, c'est pas de savoir si ça va monter ou ça va baisser. C'est de savoir quand on est dans une phase de hausse ou quand on est dans une phase de baisse, parce qu'on va avoir une stratégie d'investissement qui sera différente. Et nous, notre stratégie d'investissement, c'est pas d'anticiper si ça monte ou ça baisse, c'est simplement de constater dans quel contexte on est et de mettre en place notre money management et le système d'opportunités qui nous permet tout simplement de construire de la richesse sur notre portefeuille. Donc rapidement, je vais passer sur le Nasdaq, donc l'indice des techno US. Donc même situation, on est dans un gros range. On est à proximité de la zone de support, donc il devrait y avoir une réaction incessamment sous peu de la part des acheteurs qui permettrait un rebond. Sur le marché européen, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, idem. On est dans un énorme range, on est sur le support qui a été travaillé à de nombreuses reprises depuis l'année 2017. On est sur la 3e séquence de travail de ce support, on peut très bien le casser. En tout cas, pour le moment, le scénario le plus probable, c'est que ça rebondisse sur le support puisque c'est vraiment une zone psychologique où les acheteurs viennent se positionner.
Le CAC petite et moyenne capitalisation, la dynamique est beaucoup plus nerveuse, plus de volatilité. On est dans une séquence baissière au sein du range. Vous voyez, le range, je vous l'ai mis en bleu. Donc là, on n'est toujours pas sur le support. On n'est toujours pas sur la zone de support ici. Beaucoup de volatilité. Donc voilà, le potentiel de baisse, en tout cas au cours des prochaines semaines, il reste assez faible puisque le support est à proximité. Et enfin, on va aller voir ce qui se passe sur le DAX. Donc le DAX, lui, il a une volatilité encore plus importante. Vous voyez que la séquence de baisse, le potentiel de baisse jusqu'au carré vert, il est un petit peu plus important que sur les autres indices euro-européens. On est toujours en séquence de baisse sur le DAX. Donc en gros, en somme, restez ultra défensif. Je ne peux même pas vous dire soyez sélectif sur les opportunités de vos screeners parce que tout simplement, il n'y a pas d'opportunité sur les screeners. Donc, que je vous dise même, soyez agressif ou défensif avec votre money management, ça ne changera rien parce qu'il n'y a rien à acheter sur les screeners. Encore une fois, c'est une séquence qui est extrêmement rare sur les marchés financiers. C'est une séquence de décharge qui dure depuis pas mal de temps. En général, les décharges, c'est assez rapide. Ça dure 1 ou 2 semaines. Là, ça va se compter en mois bientôt. Donc voilà, il faut simplement rester patient, rester cash et de ne pas s'exciter pour rien. Donc pendant ces phases de marché où il n'y a rien à faire, la meilleure des choses est encore de se former, de consolider ses fondations et d'essayer de passer une étape supérieure dans ses capacités de spéculateur et dans son activité de spéculation. Donc pour cela, je vous propose tout simplement le replay d'une webconférence que j'avais tournée il y a un certain temps et qui vous explique les 5 phases par lesquelles je suis passé et les 5 phases par lesquelles passent tous les traders, que l'on passe donc de débutant à trader rentable. On a toujours ces 5 phases. Donc c'est mon histoire vécue. Je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour tout simplement vous permettre de passer de l'étape 1 à la 2, puis à la 3, puis à la 4, puis à la 5. Vous aurez des exemples. C'est vraiment une webconférence avec beaucoup de contenu. Je ne sais plus combien de temps elle dure, mais elle est assez longue. Je vous recommande de vous inscrire au replay de cette webconférence et n'hésitez pas à m'envoyer des emails, tout simplement pour me dire, envoyez-moi un email et dites-moi à quelle étape vous en êtes, à quelle phase vous en êtes par rapport à ces 5 étapes et dites-moi où est-ce que vous butez et je vous répondrai par email. Si vous avez des questions supplémentaires à cette webconférence, je vous répondrai directement par email. Donc pour vous inscrire, cliquez simplement ici. Bon, après, le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous serez redirigé sur cette page et vous pourrez vous inscrire au replay de cette webconférence et là, regardez tout de suite.